Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Genèse et organisation des chantiers de la jeunesse. Chapitre 1. Vichy et la revitalisation de la jeunesse française. Le projet de redressement général de la jeunesse française qu'engage le gouvernement de Vichy, en juillet 1940, s'inscrit dans une idéologie et un imaginaire qui s'expriment depuis l'entre-deux-guerres à travers le thème de la décadence sociale et celui de la dégénérescence raciale. Les conséquences humaines de la Première Guerre mondiale, 1,4 million de tués et 3 millions de blessés, se répercutent sous la forme d'une stagnation démographique. Ainsi, entre 1911 et 1931, la France compte sensiblement le même nombre d'habitants et le taux de natalité passe de 18,2 pour 1000 en 1926 à 1930 à 14,8 pour 1000 en 1936 à 1938. À ces statistiques, indicateurs d'une dépopulation et d'un vieillissement du pays, s'ajoutent les maladies dites sociales, la tuberculose, l'alcoolisme et la syphilis. Le spectre de la décadence française alerte les pouvoirs publics qui décident d'agir sur cette société malade à partir de remèdes rapides et salvateurs. On assiste alors à l'affirmation de la médicalisation, qui se traduit par le développement de l'hygiène sociale à travers la mise en place d'un réseau d'offices et de dispensaires. La prolifération des ligues natalistes, sous l'influence de l'Alliance nationale contre la dépopulation, et la création en 1938 d'un haut comité de la population, visent à contrecarrer la dénatalité et à répondre aux problèmes de dépopulation. L'augmentation des crédits pour améliorer l'hygiène sert à combattre la salubrité générale. Dans cette logique médicale et d'inquiétude anthropologique se généralisera, sous l'influence du Dr Carrel, l'eugénisme, la science de l'amélioration de la race. À cette peur quant à l'avenir de la race française, s'ajoute celle de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie qui, par l'embrigadement et l'endoctrinement des jeunes, ont su former une jeunesse militarisée, disciplinée, virile et sportive. Les gouvernements français successifs s'interrogent donc sur l'avenir de leur propre jeunesse. Une intervention dans le domaine physique et sportif apparaît par conséquent inévitable et nécessaire pour rivaliser avec les modèles totalitaires. C'est ainsi que s'instaurent des relations sportives franco-allemandes et ce jusqu'en 1939. Comme l'explique Hans Teichler, la France a été en 1933 et en 1937 le premier partenaire de rencontres internationales du Reich allemand et a également occupé une place de choix de 1933 à 1939. Pour les années 1937 et 1938, ce ne sont pas moins de 41 rencontres qui sont organisées. Toutefois, ce qui est frappant, c'est que malgré l'évolution de la politique intérieure de l'Allemagne qui laisse présager du pire à laquelle s'ajoutent ses actions bellicistes, les responsables du sport français continuent d'entretenir des relations sportives au nom d'une neutralité sportive et d'un idéal coubertinien qui les aveugle. En témoigne, le match d'athlétisme organisé à Munich en juillet 1939, soit 2 mois avant la déclaration de guerre et la mobilisation générale, entre athlètes allemands et français qui pour le coup subissent une défaite cuisante. Fallait-il voir dans cette déroute sportive un mauvais présage ? Toujours est-il qu'en plus tard, c'est sur le terrain militaire que la France subira une seconde débâcle. En parallèle de ces rencontres internationales, on assiste à une succession de plans de réorganisation de l'éducation physique et du sport, à la mise en place de nouvelles méthodes d'éducation valorisant le plein air et la nature, et par un monopole du discours médical hygiéniste et eugéniste. L'objectif à terme est bien d'enrayer la décadence physique de la jeunesse française. Ainsi, s'amorce un processus éducatif en faveur de la jeunesse que la guerre viendra stopper, mais pour un temps seulement. Car, sitôt au pouvoir, les hommes de Vichy vont s'empresser d'accélérer ce processus par le développement d'initiatives préexistantes tout en durcissant l'emprise sur la jeunesse. Ainsi, le projet de revitalisation physique et morale de la jeunesse entrepris par Vichy s'inscrit dans une continuité politique et éducative. I1 La jeunesse, une priorité de Vichy. La défaite militaire de juin 1940 engendre une crise d'identité nationale qui précipite la France dans le chaos si bien que le pays s'en remet à un seul homme, le maréchal Philippe Pétain. Présent dans le gouvernement depuis mai 1940, c'est lui qui décide de stopper les combats et de signer l'armistice.
Son prestige militaire et de héros en font désormais l'homme providentiel à qui le Parlement vote, le 10 juillet 1940, les pleins pouvoirs. Le traumatisme de la défaite très présent au sein de la population française est habilement entretenu par une propagande mêlant culpabilité et responsabilité des Français. Renforcé par le sentiment d'une décadence sociale et raciale, ce climat de défaitisme facilite l'instauration de la Révolution nationale. Loin d'être innovante sur le plan idéologique, la Révolution nationale plonge ses racines d'une part, dans la contre-révolution en dénonçant le libéralisme, la démocratie, la laïcité, l'instabilité sociale et d'autre part, dans le discours nationaliste, antisémite et antiparlementaire des idéologues de l'Action française. Ainsi, pour les nouveaux hommes forts de Vichy, le renouveau français nécessite de faire table rase du passé notamment en rompant avec une Troisième République, première accusée. Car pour le maréchal, la Révolution nationale signifie la volonté de renaître. Elle marque la résolution ardente de rassembler tous les éléments du passé et présent qui sont sains et de bonne volonté, pour faire un État fort. Elle doit être cohérente, convaincante, éducative. En se déclarant éducative, la Révolution nationale porte tout naturellement son intérêt sur la jeunesse française qui devient, par son potentiel révolutionnaire, un enjeu politique et idéologique majeur. Devenant, au même titre que l'école, l'artisanat et la Légion, un des piliers de la Révolution nationale, la jeunesse a pour mission de participer à la reconstruction de la France. Article 1. Les jeunes Français doivent se préparer à leur tâche de reconstruction du pays, à participer à la Révolution nationale, en se donnant une formation propre à exalter l'esprit national et le dévouement à la Révolution nationale. Assurer leur entraînement physique et leur préparation à la vie professionnelle, les habituer à l'effort, à la discipline et à la pratique des responsabilités et tremper leur caractère. Développer leur camaraderie et leur esprit d'équipe. Les préparer à leur rôle de chef de famille et de citoyen au service de la collectivité. La jeunesse représente donc le renouveau politique, social et culturel, en particulier à travers la symbolique de l'homme nouveau 27. Si la référence au mythe italien de l'Homo novus est ici incontestable, l'homme nouveau de Vichy a la particularité, à l'inverse du modèle italien, d'être un homme essentiellement attaché au passé, aux traditions et à la ruralité plutôt qu'un homme lié à la modernité. De cet homme nouveau s'élèvera à terme une France nouvelle. Mais qui dit France nouvelle dit également élite nouvelle. Car pour Pétain, la défaite de la France est due en partie à la faillite des élites, conséquence d'un individualisme et d'un intellectualisme destructeur. Aussi, Vichy ne veut plus que son avenir demeure entre les mains de politiciens dont l'image vieillissante ne colle plus au nouveau discours. Le pays a besoin de nouveaux chefs, jeunes et dynamiques, représentatifs du nouveau régime. Cette nouvelle élite se forme dans les nombreuses écoles de cadres dont la plus célèbre est celle d'Uriage. Cependant, cette entreprise de formation d'une jeunesse nouvelle nécessite l'union complète des jeunes, ce qui est loin d'être le cas puisqu'au sein des instances juvéniles de Vichy s'affrontent deux grandes tendances. Celle des partisans du maréchal qui revendiquent une jeunesse unie mais pluraliste et celle des collaborateurs qui, en se référant au modèle totalitaire, prônent une jeunesse unique rassemblée au sein d'un parti uni. Malgré les pressions et les revendications des collaborateurs, le maréchal tranchera, sous l'influence de l'Église, en faveur d'une jeunesse unie comme il l'expliquera dans son discours du 5 mars 1942. La jeunesse n'est la priorité de personne. Il suit de là que la nôtre doit être nationale comme notre État lui-même, mais qu'il ne saurait être question de créer une jeunesse d'État. 30. Subsistent donc les mouvements du scoutisme et ceux de l'Association catholique de la jeunesse française auxquels se greffent de nouvelles organisations à but éducatif et civique. Les Compagnons de France, les équipes nationales, les maisons des jeunes, Jeunes France ou encore les camarades de la route. Cette multiplication du nombre d'organismes, associée à l'ampleur des moyens mis en œuvre, démontre très nettement le caractère d'encadrement et de contrôle de la jeunesse française. Signe de cette intention la création, en juillet 1940, d'un secrétariat général à la jeunesse chargé de coordonner et de contrôler l'action de tous ces différents mouvements. Ainsi, par cet embrigadement, la tâche éducative du redressement moral et physique de la jeunesse peut s'effectuer de la meilleure des manières. I2 Revitaliser physiquement et moralement la jeunesse.
Le renouveau de la jeunesse passe en premier lieu par une remise en cause de ses valeurs, de ses activités et de son attitude, car Vichy lui reproche son esprit matérialiste, son esprit d'insubordination ainsi que son dilettantisme hérité de la Troisième République. Aussi, face à l'individualisme, à la l'oisiveté, à la paresse et à la débauche, Vichy réclame désormais l'honnêteté, l'esprit d'équipe, la discipline, le goût de l'effort et du travail. Face à l'esprit de jouissance, Vichy appelle à l'austérité, à la sobriété et à la rigueur. Face à la nonchalance et à la passivité, Vichy demande des obligations et des devoirs. Dans ce contexte de renouveau, le redressement physique de la jeunesse apparaît comme vital dans l'optique de régénération de la race française. D'autant plus que pour la propagande vichiste, la défaite de juin 1940 s'explique par cette décadence physique de la jeunesse. Argumentation cristallisée dans les fameuses paroles du maréchal. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort, on rencontre aujourd'hui le malheur. En effet, cette déroute se veut le révélateur du manque d'énergie, d'ardeur et de volonté de la jeunesse française entretenue depuis des années par les gouvernements précédents. Les jeunes soldats français n'ont pu résister physiquement à la puissance de l'armée allemande, dont les soldats étaient préparés depuis bien longtemps. Les finalités par conséquent semblent très claires pour les hommes de Vichy. Il s'agit de refaire une jeunesse virile, saine, unie et disciplinée qui reconstruira moralement une France abattue et en ruine. Ce redressement national impose par conséquent une réorganisation immédiate du système éducatif républicain, jugé responsable de cette mauvaise formation morale et physique de la jeunesse. Ceci dit, le problème de l'éducation n'est pas l'apanage du gouvernement de Vichy puisqu'en septembre 1941, le gouvernement de la France libre, basé à Londres, crée un commissariat à la justice et à l'instruction publique sous la responsabilité de René Cassin. Formé d'hommes de gauche, de syndicalistes et d'enseignants, ce commissariat tente de diffuser la culture française dans les territoires rattachés à la France libre, Afrique équatoriale française, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Par l'intermédiaire de ce commissariat, ces hommes mettent en place un projet éducatif qui s'inspire du modèle anglo-saxon. Démocratisation de l'enseignement, rejet du modèle totalitaire et utilisation de la pédagogie du concret de John Dewey. En février 1944 sera créé un commissariat à l'éducation nationale et à la jeunesse, sous la responsabilité de René Capitan dont l'objectif sera de perpétuer, après la libération, la politique éducative du Front populaire. I2.1 Définir une nouvelle doctrine éducative. Un Français nouveau doit se dégager des malheurs des temps présents. À cela une condition, refaire une race saine et robuste, travailleuse et joyeuse, disciplinée et entreprenante. C'est-à-dire qu'il faut rénover notre éducation, l'orienter vers l'action, vers l'effort et même vers une certaine rudesse exercée sur soi-même. 34 Ces recommandations éducatives, parues dans la revue Éducation Générale de mars 1941, témoignent de la nouvelle orientation prise par les idéologues scolaires de Vichy. Pour ces pédagogues, l'homme n'est pas seulement une intelligence pure, mais un être d'action, d'où leur philosophie éducative prônant l'éducation générale, les disciplines actives et l'éducation physique. S'inspirant du modèle éducatif totalitaire, Vichy adopte une position clairement anti-intellectualiste en stigmatisant l'éducation républicaine et sa culture purement livresque, conseillère de paresse et génératrice d'inutilité. Désormais, l'éducation physique occupera une place de choix dans les programmes scolaires et cessera d'être reléguée au second plan. C'est pour organiser ce vaste programme éducatif mais aussi pour développer le sport qu'est créé le 7 août 1940, le Commissariat général à l'éducation générale et sportive, CGEGS. Affecté dans un premier temps au sein du Secrétariat d'État à la jeunesse et à la famille, le CGEGS est rattaché définitivement au ministère de l'Éducation nationale à partir du 6 septembre 1940. 3 directions le composent, l'éducation générale et sportive, les sports et les activités de plein air et l'équipement. Sa fonction est d'organiser l'éducation physique et le sport sur tout le territoire métropolitain et colonial. Ses finalités sont claires. Le commissariat a mis au point une doctrine nationale dans laquelle l'acquisition de la santé, la formation du caractère et de l'énergie morale et physique,
le goût de l'action et le sens de l'altruisme sont prônés avant toute chose. Les moyens budgétaires du CGEGS traduisent l'importance donnée aux pratiques physiques puisque le budget pour l'éducation physique et le sport passe de 50 millions de francs en 1939 à près de 2 milliards de francs en 1940, soit une augmentation de 3900%. 1939 sur 50 millions de francs. 1940, 1,9 milliard de francs. 1942 sur 960 millions de francs. 1943 sur 838 millions de francs. Jean Borotra puis, à partir du 18 avril 1942, Joseph Pasco se succéderont à la tête du commissariat. Deux hommes dont les parcours et les destins reflèteront le durcissement du régime et le déclin de la politique sportive de Vichy. Le service d'information du CGEGS mène une intense propagande auprès de la population, en l'encourageant à la pratique et en insistant sur les vertus morales et sanitaires du sport et de l'éducation physique. Plusieurs documentaires de propagande seront alors réalisés avec comme mission de plébisciter la politique du CGEGS ainsi que l'importance du sport dans l'éducation de la jeunesse. Le serment de l'athlète, 1941. Les messagers du sport en Afrique du Nord, 1941. La cité des muscles, 1941. Le sport à l'école, 1942 et le Collège national des moniteurs et athlètes des Antibes, 1943. Des tournées de propagande dans les campagnes seront également organisées, grâce à un car aménagé d'une cabine de projection. Ainsi, en février 1944, la revue Stade fera le bilan de ces tournées en notant que 24 départements ont été visités, 320 séances ont été données auprès de 250 000 spectateurs. I2.2 Le sport, une chevalerie moderne au service de l'idéal vichiste. Dans l'optique régénératrice de la race française, le sport représente un instrument fondamental d'intervention sur la jeunesse. Associant fonctions politiques, morales, sanitaires et sociales, le sport de Vichy n'a pas d'autre objectif que de propager l'idéologie vichiste. C'est pourquoi, le maréchal réclame la participation active des sportifs à la diffusion de la Révolution nationale et même à en devenir les pionniers. Bien que le maréchal n'utilise jamais le terme sport dans ses nombreux discours officiels, il préfère parler de redressement physique. Il lui arrive quelquefois de relater ses prestations sportives au cours de sa jeunesse. C'est le cas dans la revue de propagande, Les Jeudis du Maréchal. J'ai pratiqué la plupart des sports de base. Tenez, quand j'étais jeune lieutenant, je traversais à la nage la rade de Villefranche-Mer dans la longueur soit 2,5 km. J'aimais aussi beaucoup faire des assauts à l'épée. 43. Cette image de vieillard dynamique est relayée par une propagande qui évoque toujours son pas alerte qui fait transpirer tant de personnages officiels. Le maréchal véhicule donc l'image d'un homme toujours en bonne santé, énergique et vif malgré son grand âge. Il est l'exemple à suivre dans l'entretien de son corps. Si le sport est un moyen de servir le pays et la révolution nationale, il contribue aussi à faciliter la collaboration. En effet, les collaborateurs ne restent pas insensibles à la fonction politique du sport et connaissent le rôle qu'a tenu celui-ci dans la formation physique et idéologique de la jeunesse allemande. Aussi, le sport offre aux collaborateurs un argument supplémentaire dans l'entente franco-allemande. Ceci dit, à l'inverse, des responsables sportifs, notamment une frange de la FSGT 46, se dressent contre la politique du CGEGS. C'est le cas d'un groupe de dirigeants qui accusent Borotra et Pétain de vouloir nazifier le sport français. Certains s'étonnent que le grand champion français Nakache, recordman du monde de natation, puisse être champion de France, du fait qu'il est israélite. Si les sportifs français n'y prennent garde, bientôt on interdira aux Juifs l'accès aux stades et piscines comme cela a lieu en Allemagne. C'est la nazification du sport français. Il est à noter qu'en juillet 1942, les Allemands interdisent en zone occupée l'accès des plages et des piscines aux Juifs ainsi que leur participation en tant qu'acteurs ou spectateurs aux manifestations sportives. Signe de cet antisémitisme sportif, les propos tenus par la revue Revivre, le grand magazine illustré de la race en 1943. Au surplus, depuis le début de la Révolution nationale, rien n'a été fait pour assurer aux Juifs un statut d'exception dans le sport. Le commissariat continue de les considérer comme des ressortissants normaux, et le Conseil national aussi. Cependant, il ne faut pas que celui puisse se reproduire.
Il faut en finir. Il importe pour commencer d'épurer le sport français de ses juifs. Autres contestataires, les hommes de la France libre, qui au-delà de la critique de la politique scolaire de Vichy la jugeant anti-intellectualiste, trop sportive et trop basique, accusent les responsables sportifs d'être des ardents pétainistes. D'où l'ordonnance du 2 octobre 1943 qui abrogera la législation de Vichy, en supprimant le CGEGS et la Charte des sports. Il est à noter que quelques sportifs reconnus rejoindront la résistance. C'est le cas de Géo André, multiple champion de France d'athlétisme et international de rugby, qui rejoint les Alliés en novembre 1942. Il mourra en mai 1943 sur le front de Tunisie. Jean Dolent, champion de France de bobsleigh, et Roger Claudel, champion de France de rugby, s'engageront dans les forces françaises libres et seront tués en décembre 1944 lors des combats pour la libération de l'Alsace. D'autres sportifs de notoriété, membres de Maquis, paieront de leur vie leur dissidence. Robert Benoît, champion du monde automobile en 1927, devient membre d'un réseau anglais de renseignement. Arrêté en juin 1944 par la Gestapo, il est déporté à Buchenwald où il y meurt pendu. Eugène Maes, footballeur international, joueur du Red Star puis du Stade Malherbe de Caen, est arrêté en juin 1943 à Caen pour propos anti-allemands. Il est ensuite déporté au camp des Briques où il meurt en avril 1945. Émilien De Vic, international de football, est fusillé le 21 août 1944 ou encore Anatole Vologe, champion de France de tennis de table, abattu en mai 1944. Malgré ces contestations et ces oppositions, le sport apparaît, dans l'optique du redressement national, comme un puissant vecteur d'ordre moral permettant la diffusion des valeurs propres à la Révolution nationale. Et de fait, le sport de Vichy en tant que courroie de transmission idéologique, place en avant la fonction morale de la pratique sportive, à savoir l'intériorisation de valeurs dont l'esprit d'équipe, le désintéressement, la discipline, le goût de l'effort. Il devient, à ce titre, une chevalerie moderne revitalisant aussi bien physiquement que moralement. Le sport de Vichy se veut un sport vertueux, moralisateur, honorable et éducatif permettant l'intériorisation de valeurs nobles et chevaleresques. Le sport répond par exemple à la logique communautaire du gouvernement en participant à la construction de valeurs collectives et communes, et s'inscrit ainsi dans la lutte ouverte contre l'individualisme. Dans cette même logique, Vichy met à l'honneur l'amateurisme qui trouve sa concrétisation avec la Charte des sports, loi visant à contrôler, à assainir et à moraliser le mouvement sportif en s'attaquant au sport professionnel, symbole de toutes les dérives capitalistes et mercantiles. La création, en avril 1941, de la cérémonie du serment de l'athlète couronne cette moralisation sportive. Ce serment d'obéissance à Pétain et aux préceptes moraux et idéologiques de la Révolution nationale devient la cérémonie majeure en matière de sport. Par ce serment, les sportifs affichent leur honnêteté, leur pureté morale, leur dévouement à la patrie et leur foi en la Révolution nationale. La fonction sanitaire du sport est l'autre versant mis en avant par Vichy, car il convient avant tout de régénérer une race française affaiblie. Le sport, par sa pratique en plein air, sert de remède médical à ces corps pervertis par les activités malsaines, l'atmosphère polluante des villes et par des années d'inactivité et de paresse. Les activités de plein air apparaissent alors comme la solution à l'entretien du corps, par son endurcissement au contact des éléments naturels, par son renforcement musculaire et par l'oxygénation des grandes fonctions organiques. Le sport devient un moyen de s'aérer et de profiter des vertus médicales de l'air, donc de lutter à terme contre la dégénérescence du corps. Cette lutte pour la renaissance de la race française est bien évidemment appuyée par le monde médical, qui intervient fréquemment auprès des jeunes écoliers. Dans cette optique morale et sanitaire, Vichy entreprend le développement d'un sport pour tous. Le plan de revitalisation physique de la France s'adresse effectivement à toutes les classes sociales et à toutes les classes d'âge. Car cette population française, accusée de mollesse, doit se ressaisir pour devenir plus forte afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que les générations précédentes. C'est pourquoi Vichy reformule, le 25 mars 1941, le brevet sportif populaire du Front populaire en un brevet sportif national. Vichy n'oublie pas non plus la pratique sportive féminine. Il est vrai que Vichy honore la femme,
dont dépend l'avenir de la race française, en menant une intense propagande à la gloire de la maternité et de la famille. Toutefois, l'image de la femme sportive reste tributaire de son image sociale de procréatrice, de ménagère et de gardienne du foyer familial. L'image de la femme, synonyme de grâce, de beauté, de fragilité, incarne d'une certaine façon son infériorité physique par rapport à l'homme, d'où cette volonté de lui interdire la compétition sportive, symbole de l'excès, du risque et du dépassement de soi. De là découle alors une pratique physique uniquement attachée à l'esthétisme et à l'entretien physique, matérialisée par la méthode d'Irène Popard. Enfin, ce programme de redressement physique et moral s'adresse évidemment aux organisations de jeunesse et autres mouvements à la gloire du maréchal comme la Légion des combattants, ou comme nous allons le voir, les chantiers de la jeunesse. Si le projet de revitalisation physique et morale de la jeunesse entrepris par Vichy se fonde en priorité sur le développement du sport dans la société et sur la valorisation de l'éducation physique à l'école, il prend en même temps d'autres formes. L'organisation des chantiers de la jeunesse matérialise cette revitalisation des corps et des âmes en proposant un nouveau modèle éducatif syncrétique mêlant vie collective, discipline, plein air, travail, marche, hygiène, sport et berthisme. Le corps, dans cette ambiance, intervient comme un instrument d'intériorisation des valeurs de la Révolution nationale. Modelé, façonné, sculpté, par l'intermédiaire de pratiques physiques, le corps des chantiers de la jeunesse répond aux stéréotypes corporels vichistes: virilité, force, santé et discipline. La mise à l'honneur du corps dans les chantiers de la jeunesse s'inscrit donc pleinement dans l'optique éducative de Vichy, à savoir former une nouvelle jeunesse, active, travailleuse, robuste et sportive. Ainsi, étudier les chantiers de la jeunesse, c'est analyser une organisation idéologique et éducative au service du maréchal tout en démontrant sa spécificité dans l'appréhension de la revitalisation physique et morale de la jeunesse française. Chapitre 2. La genèse des chantiers de la jeunesse. Si chronologiquement l'idée de cette organisation émerge au début du mois de juillet 1940, soit quelques jours seulement avant la naissance officielle de l'État français, c'est bien le gouvernement du maréchal Pétain qui lui permet de se concrétiser. Ce projet, intégré dans la nouvelle politique juvénile de Vichy, bénéficie alors du contexte favorable de la Révolution nationale pour s'officialiser et se pérenniser. 4 enjeux légitiment la création de cette organisation. Le premier est naturellement d'ordre politique. Les chantiers de la jeunesse, en tant qu'institution d'État, ont pour mission de former des chefs pour le nouveau régime, c'est-à-dire une nouvelle élite, capable de propager le discours de la Révolution nationale auprès de la population. Le second enjeu est idéologique, à savoir que par la vie communautaire, disciplinaire et virile menée dans les chantiers, les jeunes se confronteront directement aux nouvelles valeurs mises à l'honneur par Vichy: goût de l'effort et du travail, esprit d'équipe et patriotisme. Cela implique un troisième enjeu lié au domaine éducatif. Car si la vie des chantiers vise à transformer politiquement les jeunes, la vie rude au plein air associée à des exercices physiques et sportifs s'attache à fortifier et à construire des corps sains. La nouvelle jeunesse voulue par Vichy doit se caractériser par son entrain, son énergie, son dynamisme et sa virilité. Enfin, l'accomplissement de travaux d'intérêt général, effectués majoritairement dans les forêts, répond à un enjeu économique. Ces multiples ambitions, affichées par les chantiers, illustrent leur volonté de répondre le plus efficacement possible au projet de redressement national engagé par Vichy. Mais avant de devenir cette institution officielle, définie par la loi du 30 juillet 1940 puis par celle du 18 janvier 1941, les chantiers sont d'abord une réponse conjoncturelle aux conséquences directes de la défaite de juin 1940. De 1. Une réponse à la démobilisation. D'un point de vue militaire, la Convention d'armistice, signée le 22 juin 1940, ordonne la démobilisation générale, qui a pour conséquence immédiate de jeter sur les routes près de 40 000 soldats. À ce nombre, viennent s'ajouter les 50 000 jeunes mobilisés du 8 et 9 juin qui devaient rejoindre les dépôts. Si bien qu'au début du mois de juillet 1940, le secrétariat à la guerre se retrouve devant une masse de 90 000 hommes, qui restent toujours sous son autorité mais dont on ne sait que faire. Les laisser regagner leur foyer dans la confusion ou bien tenter de les regrouper ? C'est la seconde solution que choisit le général Louis Colson,
secrétaire d'État à la guerre, en décidant de rassembler ce contingent pour le reverser dans des camps, des formations de jeunesse, le terme n'étant pas encore bien défini. Les premières instructions précisent simplement que les premières formations de jeunesse françaises sont constituées par les jeunes gens incorporés les 8 et 9 juin 1940, qui cesseront de faire partie de l'armée à compter du 1er août 1940. Des questions restent cependant en suspens. Qui va s'occuper et commander ces hommes? Où va-t-on les regrouper? Que va-t-on leur donner à faire et dans quel but? Pour répondre à toutes ces interrogations, le général Colson se tourne au début du mois de juillet 1940 vers un homme, le général Joseph de la Porte-du-Teil. Né le 29 mai 1884 à Mains dans Lozère, il est le père de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Sa carrière militaire est très brillante. Après des études secondaires dans un collège jésuite, il passe son baccalauréat puis intègre Polytechnique en 1903. Il se tourne vers l'artillerie, où il gravit les échelons. À la veille de la Première Guerre, il est lieutenant au 49e régiment d'artillerie et instructeur d'équitation. Promu capitaine en 1916, il s'illustre au sein du 220e régiment d'artillerie et sort du conflit avec 4 citations. De juin 1938 à septembre 1939, il est commandant de la 42e division militaire à Metz. Commandant du 7e corps d'armée en mai 1940, il participe activement à la campagne de juin 1940. Loin donc d'être un inconnu, Joseph de la Porte-du-Teil, âgé de 56 ans, possède, par son parcours professionnel, une solide expérience dans la formation et dans l'encadrement des jeunes. Sa riche expérience éducative débute dès 1911, lorsqu'il est détaché à l'école d'application de cavalerie en tant qu'instructeur d'équitation. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est nommé instructeur à l'école d'application d'artillerie de Fontainebleau. Ensuite, à partir de 1925, il devient professeur stagiaire, professeur adjoint puis professeur du cours d'artillerie de l'École supérieure de guerre. C'est à cette époque qu'il rédige son premier ouvrage, Ce que tout officier doit savoir sur l'artillerie. C'est également au sein de ce cours qu'il formera quelques officiers de l'artillerie, que l'on retrouvera plus tard dans les chantiers. Il suit ensuite les cours du Centre des hautes études militaires avant d'être nommé, en 1935, commandant de l'école d'application d'artillerie. Face à la dissolution du 7e corps d'armée le 1er juillet, il s'apprête à prendre le commandement de la 13e division militaire quand il est convoqué au ministère de la Guerre, le 4 juillet 1940. Le lendemain, il rencontre le général Colson qui lui expose son projet de rassembler au moins 50 000 de ses soldats démobilisés qui cheminent sur les routes vers leur domicile. Le général Colson sait qu'en le convoquant, il s'adresse à un homme dont les compétences d'encadrement et d'instructeur sont reconnues par tous et qui lui proposera rapidement un projet viable. Marque de cette confiance, le général de la Porte-du-Teil reçoit carte blanche. « Faites ce que vous voudrez, je vous fais confiance », lui aurait ainsi répondu le général Colson devant ses interrogations. Dès le 5 juillet 1940, les choses s'enclenchent. Tous les généraux, commandant les régions militaires, sont rapidement avertis de la nouvelle mission du général de la Porte-du-Teil. Général de la Porte-du-Teil, exercera le commandement contingent incorporé en juin 40. Stop. Cet officier général est accrédité auprès de vous pour traiter toute question relative à sa mission. Le général de la Porte-du-Teil se démène comme il peut pour remplir sa tâche qui n'est pour le moment que provisoire car après avoir rassemblé les jeunes, il devait retrouver sa place dans le commandement actif. De cette entrevue avec le général Colson, naît toute la controverse sur les véritables finalités des futurs chantiers de la jeunesse. Interrogation cristallisée dans les propos de Michel Cointet-Labrousse. Sont-ils un substitut du service militaire destiné à maintenir les emplois des cadres d'une armée désormais réduite par l'armistice? Manifestent-ils la volonté de soumettre les jeunes Français à un endoctrinement? Apparaissent-ils comme le moyen de conserver dans la défaite le sentiment des devoirs envers la patrie? Les défenseurs des chantiers affirment que l'état-major de l'armée aurait convoqué le général de la Porte-du-Teil, afin qu'il organise le regroupement des démobilisés en vue de constituer en secret une armée. Or, cette thèse semble peu probable pour 2 raisons principales. Premièrement, lors d'une note lue le 13 juin 1940, le maréchal Pétain
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.